Sadier, président de l'Avise, je vous passe avec joie le relais pour la suite de ces rencontres. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité et de m'accueillir. Merci aux organisateurs, à la région, à l'URSCOP et au MOVE. En fait, le MOVE est responsable de mon état de fatigue ce matin parce que j'ai répondu à son invitation hier soir à Paris à la clôture de l'Impact Investing Night, enfin de Tours. Ce qui fait que je me suis levé un peu tôt. J'ai une deuxième circonstance atténuante, c'est que j'ai des verres progressifs depuis hier soir et c'est un peu compliqué, donc j'essaye juste de... Voilà, j'y arrive pas en fait, c'est bien ce que je pensais. Ça n'a pas trop marché, enfin ça glisse, donc c'est super. Bien, merci de m'avoir invité comme grand témoin à cette journée. Donc, comme grand témoin, ça veut dire qu'on n'est pas un grand acteur en principe, donc personnellement, effectivement, je ne suis pas un créateur d'entreprise, donc je vais essayer de parler de quelque chose que je ne connais pas. Moi, je suis d'une famille, entre guillemets, depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui est la famille mutualiste, qui en soi, je reprends les propos du président de la CRES, est en soi une famille socialement innovante. Je pense même que c'est parmi les innovations sociales les plus importantes, en fait, des 2 derniers siècles, rien que ça. Alors, peut-être qu'effectivement, les mutuelles aujourd'hui se distinguent moins parce que leur activité est un peu plus réglementée qu'elle ne l'était auparavant, voire même totalement, à vrai dire, et qu'elles ne sont pas trop investies dans le champ de l'innovation sociale. Donc je dis ça de manière générale, mais en même temps, en tant que directeur général de la MNT, une grosse mutuelle quand même, pour le coup, j'essaie de jouer un petit rôle parce qu'on est la seule mutuelle santé, je crois, qui soit impliquée dans, que ce soit dans le fonds Noves lancé par la Caisse des dépôts ou dans le fonds Impact Coopératif lancé par le Crédit Coopératif. Comme quoi, il faut des éclaireurs et je suis assez content d'en faire partie dans le monde mutualiste. Alors on va dire quand même que j'ai peut-être 2-3 raisons d'être là quand même. Moi, j'assume le fait d'être un acteur engagé, quand même, dans plusieurs familles en même temps, parce que, évidemment, dans la famille mutualiste, un peu dans la famille coopérative, en tant que vice-président du Crédit Coopératif avec mon ami Jacques, et puis un peu de la famille associative aussi, parce que, au titre de l'Avise, ne serait-ce que ça, que je préside depuis un peu plus d'1 an maintenant, évidemment, je suis en contact pour le coup avec les grandes familles du secteur associatif. J'ai la conviction, moi, dans mon parcours, que l'ESS, c'est pas une économie à part. Elle n'a pas nécessairement d'ailleurs intérêt à revendiquer d'être une économie à part. C'est pas forcément la plus efficace tout le temps, c'est pas la seule à l'être en tout cas. Par contre, je suis à peu près sûr que c'est la seule qui soit véritablement utile de manière prolongée au développement humain. Ça fait peut-être une différence, ça fait surtout un atout, mais par contre, on voit bien qu'on a un peu de mal parfois à faire en sorte que ça se traduise dans des politiques publiques, mais pas que, parce que les politiques publiques ne font pas tout non plus, mais aussi dans la bonne compréhension de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et là, nous avons évidemment des défis devant nous qui sont très importants. 2 mots sur l'Avise quand même, que j'ai le plaisir de présider donc depuis un peu plus d'1 an en succédant à son président fondateur, Hugues Sibyl, qui je pense est déjà venu ici d'ailleurs, il y a 2 ans, je crois, même les premières. D'accord, il y a 4 ans. Il aurait pu venir il y a 2 ans quand même, mais bon. L'Avise on l'a défini aujourd'hui comme une agence collective d'intérêt général. Enfin, c'est un terme qu'on n'a pas encore validé officiellement, mais qu'on va valider bientôt dans le cadre d'un nouveau plan stratégique. Il nous semble qu'elle veut tout dire. C'est une agence parce qu'elle propose des choses en termes d'ingénierie et de services. C'est une association néanmoins sur le plan juridique, mais c'est une agence dans sa philosophie d'action. Elle est collective parce qu'elle est constituée en fait de plusieurs personnes morales qui se rassemblent pour faire des choses ensemble et puis qui agissent toujours au nom de l'intérêt général, soit parce qu'elle est opérateur de politiques publiques qui sont voulues par l'État, par la Caisse des dépôts également, soit des politiques d'intérêt général qui sont voulues et conçues par les acteurs de l'ESS eux-mêmes. Et donc, nous sommes censés intervenir en tant qu'Avise aussi pour toutes les grandes familles ou les grands acteurs de l'ESS qui le souhaitent gratuitement. On n'est pas des consultants, on met à disposition toutes les ressources notamment sur notre site internet. Nos grandes missions, elles sont de 6 ordres, on va dire, avec des degrés d'importance ou d'investissement différents, mais la première, c'est de susciter des vocations, puisque l'Avise essaye de sensibiliser notamment les jeunes à l'économie sociale et solidaire, alors que ce soit pour s'engager, de manière un peu générale, mais aussi pour entreprendre. Et nous avons pour ça le programme Jeune ESS, qui essaye chaque année, tant bien que mal, de faire des choses
en la matière. C'est pas toujours simple parce que la priorité ne va pas toujours à la jeunesse. Deuxièmement, nous essayons de favoriser l'émergence et nous sommes pour le coup animateurs d'un certain nombre de communautés d'émergence sur le territoire. Il en existe encore malheureusement pas assez, mais on voit bien que là on est au cœur du sujet néanmoins, dans l'animation de ces communautés, d'entrepreneurs d'origines différentes, avec des projets différents, mais qui partagent néanmoins des problématiques assez communes, même à vrai dire des problèmes assez communs. Et donc on essaie de faire remonter tout ça et de modéliser un peu les choses. On est là aussi, c'est notre troisième mission, pour outiller la création d'entreprises sociales, notamment pour les aider à qualifier leur impact social, à la création, enfin à la conception du projet, mais aussi d'ailleurs sur le choix de la meilleure forme juridique possible. Quatrièmement, nous sommes acteurs de l'accompagnement à la consolidation, avec la gestion d'un dispositif assez connu qui est le DLA depuis l'origine. C'est même pour ça que la VISE à l'origine a été créée, dans la foulée des emplois jeunes, quand il s'agissait d'aider les associations employeuses principalement à trouver le bon modèle économique pour se passer progressivement, non pas des contrats aidés, mais des subsides qui accompagnaient la création des emplois jeunes. Et puis, nous sommes également opérateurs du Fonds social européen, ce qui donne un effet levier évidemment très important. Nous animons quelques programmes, et un principalement qui s'appelle le programme PINS pour le changement d'échelle. Nous arrivons chaque année avec le soutien d'un partenaire à repérer des projets socialement innovants et nous leur proposons derrière ça une offre d'accompagnement. Et puis enfin, je ne vais pas être trop long sur la VISE, la sixième mission, c'est que nous proposons aux acteurs qu'ils souhaitent différentes méthodes de mesure d'impact social, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y en a pas qu'une, que ça ne peut pas être qu'une offre marchande par ailleurs, que la mesure d'impact social, il faut qu'elle soit appropriée par les acteurs eux-mêmes, qu'elle corresponde à leurs besoins, à ce qu'ils sont, leur identité, leurs moyens, etc. Et on est pour la co-construction des méthodes de mesure d'impact social, et nous proposons un panel de ce qui existe aujourd'hui, et nous proposons aux différents acteurs de travailler eux-mêmes sur cette mesure d'impact social. Pour résumer, la VISE aujourd'hui est un peu au cœur de l'écosystème. J'ai bien conscience, avec l'équipe, une trentaine de personnes aujourd'hui que constitue la VISE, comment dire, on est là pour aider un certain nombre d'acteurs, et notamment publics, parce qu'il n'y a pas forcément les moyens au niveau de l'État. On a aussi un lieu de convergence et d'action. Il s'agit, je tiens à faire en sorte que la VISE soit ce que ses membres veulent qu'elle soit, et donc qu'ils investissent dedans, qu'ils comprennent bien qu'on est là pour agir là où individuellement ils ne pourraient pas forcément le faire, ou même parfois, c'est une discussion qu'on a eue avec Amélie Raphaël notamment, sur le fait qu'on est parfois à la limite de l'objet social des têtes de réseau, etc. Et nous, on est là pour partager ce qui n'est pas nécessairement, en principe, dans l'objet social de ces têtes de réseau ou de ces grands acteurs. Puis je souhaite aussi qu'on soit un lieu de débat. Alors il y en a d'autres, des lieux de débat dans l'ESS, c'est pas ce qui manque, mais néanmoins c'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de lieux dans l'économie sociale et solidaire où les acteurs de tous horizons sont là pour débattre et assez librement, sans enjeu institutionnel, sans enjeu financier a priori, où on se dit les choses assez simplement. Parfois on a les mêmes débats qu'ailleurs, à vrai dire, mais enfin les mêmes, il y a peu près ce que je veux dire sur la tonalité de genre de débat qu'il peut y avoir dans l'ESS, mais néanmoins on essaie d'avoir des débats apaisés sur les grands enjeux. Alors quelques mots maintenant sur comment je vois cette manifestation. Je crois qu'elle joue un rôle important dans un contexte où notamment le gouvernement, en nommant un haut commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale, veut se saisir du problème. Enfin du problème, il n'y a pas que des problèmes, mais en tout cas des enjeux. Moi je trouve ça bienvenu que le gouvernement le fasse parce que bon, moi j'ai participé à l'élaboration de la loi du 31 juillet 2014 et pour des raisons de nature différente, le travail n'a pas été complètement fait. Et il manque notamment, en la matière, quelques politiques publiques bien senties et, comme on dit un peu trivialement, il y a encore quelques trous dans la raquette et c'est maintenant qu'il faut les traiter. On a un contexte qui est assez favorable, je trouve. On a des outils, on a une reconnaissance, etc. Mais derrière, il faut que la machine passe à autre chose et qu'elle se tourne un peu plus sur des choses concrètes. Et donc, c'est vrai que dans le contexte, alors je le dirais volontiers à Christophe Itier s'il était là, mais je lui ai déjà dit en face, donc il n'y a pas de problème. Il ne faut surtout pas essayer de réinventer l'eau tiède. Il y a plein de choses qui existent déjà, c'est pas la peine de vouloir remettre tout à plat pour reconstruire les choses, parce qu'il y a de fortes chances que ça aboutisse au mieux à la même chose qu'aujourd'hui, mais pas forcément à des choses beaucoup plus ambitieuses. Donc, on connaît à peu près ce qui nous manque. C'est assez bien identifié, et ce ne sont pas d'ailleurs que des questions d'argent.
On sait aussi que certes, il faut des locomotives pour entraîner tout un secteur avec ses différentes préoccupations, ses différents problèmes, mais il faut aussi se tourner vers tout le monde en fait. Et il va falloir qu'on arrive à faire en sorte que certes, il peut y avoir des locomotives, il peut y avoir des accélérateurs, etc., mais il faut que ce soit branché sur des réalités concrètes du terrain derrière et répondre aux problèmes qui se posent, et notamment sur les questions d'amorçage. C'est là-dessus que j'ai insisté, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a par exemple beaucoup de fonds d'investissement, principalement sur l'autre bilan, c'est pas ce qui manque. Et à vrai dire, si on arrivait à dépenser tout l'argent qu'on met dans les fonds d'investissement, ça serait assez révolutionnaire. C'est pas trop la réalité jusqu'à présent, que ce soit les fonds qui étaient dans le PIA ou même dans le FISO ou même dans les nouveaux fonds que j'évoquais tout à l'heure. À vrai dire, il y a encore beaucoup d'argent à investir. La question, c'est faire remonter les projets et les viabiliser en amont. Et c'est bien là aujourd'hui qu'il y a des problèmes, et que vos rencontres sont là aussi pour aider à formaliser, à modéliser les choses pour qu'on soit bien au clair sur le type d'outils exacts qu'il nous faut derrière. Et puis, autre chose que j'ai pu dire à Christophe Itier, c'est il y a quand même des choses qui ont été dites assez précises aussi par la commission innovation sociale du Conseil supérieur. Il faut bien que de temps en temps, ces conseils supérieurs servent à quelque chose, et il se trouve que c'est pas que là-dessus qu'ils servent à quelque chose, mais précisément sur les enjeux qui concernent les entreprises socialement innovantes, il y a des recommandations, en tout cas l'identification de défis assez précises. Et je vais rappeler les 7 défis de la commission innovation sociale du Conseil supérieur, qui est présidée par mon ami Hugues Sibyl, qui est décidément partout. Le premier défi, c'est faire émerger des écosystèmes cohérents et efficaces. Je crois que vous voyez à peu près tous ce que ça veut dire. Il en existe. Peut-être même qu'on pourrait considérer qu'ici, il y en a un. Mais ce n'est pas le cas partout. On n'arrive pas toujours à faire travailler les gens ensemble. C'est pas vrai. Pas encore, en tout cas. Et c'est pas sur tout le territoire non plus. Donc on n'est pas encore aujourd'hui complètement à la hauteur des enjeux en la matière. Et parmi les choses qui me semblent importantes, je reviens au projet d'accélérateur qui a été annoncé par le gouvernement. Il faut qu'on arrive précisément à se saisir à la fois de la question des territoires, faire travailler ensemble les gens là où ils sont, et puis les soutenir. C'est le rôle évidemment des collectivités territoriales, mais pas que, aussi des pouvoirs publics nationaux à certains égards. Et puis aussi, il faut qu'on crée des filières. Le projet du gouvernement reposait au départ bien sur l'identification des quelques gros leaders assez connus déjà en fait dans le secteur de l'ESS et des entreprises socialement innovantes, mais les gros leaders c'est très bien, mais il faut qu'on arrive aussi derrière à créer des filières pour qu'ils arrivent à entraîner les autres et puis à faire des affaires avec eux au passage, parce que quand plus on devient gros, plus on a tendance à se tourner vers d'autres horizons. L'idée aussi c'est qu'ils se retournent vers leurs racines. Le deuxième défi, c'est articuler l'innovation sociale et l'innovation financière pour compléter la dépense sociale. Là, on est au cœur d'un sujet qui est évidemment pas simple, parce que ça touche aux politiques sociales de l'État, qui certes, d'un point de vue financier, ont quelques problèmes, mais la complémentarité entre les deux n'a jamais été un sujet tabou. Pour venir du secteur de la protection sociale, je peux témoigner du fait que la complémentarité est assez forte, et même assez réglementée. Mais là, il y a un effet levier qu'on peut aussi créer par l'innovation sociale d'initiatives privées et collectives, pour le coup, pour résoudre ensemble les problèmes auxquels nous devons faire face. En tout cas, pas glisser, c'est assez pénible en fait. Le troisième défi, c'est faire reconnaître l'innovation sociale par la sensibilisation et la formation. Il y a une définition dans la loi qui a été rappelée par le président de la CRES. On nous reproche parfois, enfin je dis nous parce que je m'inclus dans ceux qui l'ont écrite, mais qu'elle est trop large. Elle est comme toutes les définitions. Quand on fait des définitions, on essaie de mettre le plus de monde dedans, y compris de la définition de l'économie sociale et solidaire, qu'on nous a aussi reproché parce qu'elle est censée être trop large, parce que pas assez tournée vers les statutaires. Bon, il y a un moment, il faut juste qu'on choisisse des options, et déjà avoir une définition de l'innovation sociale dans la loi, c'était une avancée. C'était une avancée parce que finalement, d'un point de vue strictement pratique, ce qui nous était reproché, c'est que, en fait, autant l'innovation technologique, on avait une et ça permettait de mettre des cases dans les formulaires, autant il n'y en avait pas pour l'innovation sociale. Donc là maintenant, on en a une. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore les formulaires qui correspondent à la définition comme il en existe pour l'innovation technologique, mais un jour, ça viendra. Et la question de savoir si elle est beaucoup trop large.
me semble être un débat intéressant, mais on va déjà essayer de savoir pourquoi faire avant de savoir s'il faut la retoucher. Je pense qu'on va essayer déjà de la mettre en pratique, ça sera déjà bien. Le quatrième défi qui était identifié par la Commission Innovation Sociale, c'était encourager les démarches de recherche-action, parce que c'est important aussi de faire en sorte que ce qui émerge du terrain, des acteurs, etc., puisse être autant que possible modélisé et bénéficier de l'apport de la recherche universitaire notamment. Et c'est vrai que peut-être parfois dans la précipitation, on veut vraiment se tourner vers son projet d'entreprise, etc., mais c'est bien aussi qu'il puisse y avoir de temps en temps des regards extérieurs et collectifs qui permettent de formaliser les choses derrière. Il ne faut pas croire, hein, l'économie du type capitalistique, on a totalement profité, et a priori, ça lui a plutôt bien réussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas le même effort sur nos modèles un peu plus innovants et peut-être un peu différents. Le cinquième enjeu, c'était favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les différents acteurs pour faire émerger les projets, pour voir les conditions de leur duplication, de leur changement d'échelle, etc. Parce que, pour le coup, à la VIS, on en voit quand même un certain nombre de projets de créateurs d'entreprises et parfois, et je pense même au Fonds Novès d'ailleurs, je dis ça sous le contrôle de Marianne, mais au Fonds Novès, on voit des porteurs de projets qui ont à peine 2 ans d'existence et qui veulent déjà se dupliquer sur notre ville. Bah, parfois, c'est pas forcément ça la duplication en fait ou le changement d'échelle. Parfois, c'est déjà aller pousser la porte du voisin avec lequel on pourrait faire des affaires en fait. Et du coup, ces échanges de bonnes pratiques sont au moins aussi importants que tout le reste du dispositif. Parce qu'il faut comprendre aussi les logiques des autres, comment ils ont fait, comment parfois ils se sont plantés, parce qu'il y en a aussi des plantages dans l'économie sociale et solidaire. Ça arrive, pas beaucoup plus qu'ailleurs, à vrai dire, mais il y en a aussi quand même. Et donc ces échanges de bonnes pratiques, il faut qu'on ait des lieux pour ça, lesquels, je ne sais pas, puis il ne faut pas forcément les institutionnaliser, mais enfin en tout cas, il faut que ça devienne un réflexe. Le sixième défi, c'était encourager la co-construction et les alliances d'intérêt général. J'y crois beaucoup, alors en partie pour faire des affaires, parce que je pense que c'est pas un gros mot, ça a été dit et rappelé parce qu'il y a un événement dans la région, mais l'ESS, comment dire, subit un mal profond depuis toujours, je pense, c'est qu'elle n'arrive pas à faire des affaires en son sein. Pour le coup, je me mets dans le paquet parce qu'en tant que directeur général du mutuel, je dois dire que c'est un peu compliqué, notamment quand il s'agit de mobiliser un directeur des achats, de lui faire comprendre qu'éventuellement, on peut choisir des partenaires sous différentes sortes de critères en fait. Et c'est très compliqué de sortir des critères traditionnels qui sont la plupart du temps le prix et éventuellement la qualité qui va avec. Et je crois vraiment que s'il y a quelque chose qui doit doper l'ESS, sous toutes ses formes, hein, que ce soit les créateurs d'entreprises socialement innovantes ou les familles plus respectables, entre guillemets, ou plus vieilles, il faut qu'on arrive à faire des affaires ensemble, tout simplement. Il faut comprendre les besoins des uns et des autres, nos modes de fonctionnement, il faut voir par quoi ça passe en termes de procédures, etc. Et je pense évidemment que ça sera un moteur essentiel. Et ces alliances d'intérêt général doivent porter sur les affaires, sans doute, mais aussi sur des sujets apportés ensuite auprès des pouvoirs publics. Nous avons une ESS qui s'institutionnalise petit à petit. Il faut qu'elle devienne peut-être encore un peu plus opérationnelle dans l'influence politique. Et puis enfin, le septième défi, c'était de progresser dans l'élaboration des impacts sociaux. Alors, la mesure d'impact, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure dans les missions de la VIS, elle progresse évidemment de manière importante. Il faudrait juste qu'on arrive à faire en sorte de bien la faire comprendre. Elle ne se mélange pas nécessairement avec ce que d'autres entreprises font lorsqu'elles font de la RSE, etc. Mais moi, je pense qu'il faut prendre appui sur ce qui existe et sur le mouvement qui fait qu'a priori, nos préoccupations sont partagées par le plus grand nombre maintenant. Par contre, il faut qu'on soit hyper sérieux dans les entreprises qui se prétendent socialement innovantes ou qui prétendent faire partie de l'ESS, d'avoir une vraie mesure d'impact social. Parce que si on a dans des entreprises de network capitalistique, et puis c'est pas un gros mot de ma part, d'autant plus il y a aussi d'entreprises capitalistiques dans l'ESS, mais qui en tout cas fonctionnent différemment, on va dire à but lucratif. Si elles-mêmes se tournent vers ces outils-là pour se valoriser elles-mêmes et qu'elles démontrent qu'elles ont un vrai impact, il faut que nous, on soit au moins aussi bons qu'eux. Ça, c'est un vrai défi parce que, j'en finirai presque par là, mais pour les mutuelles, notamment, c'est un vrai enjeu. Il y a quelques années, on avait entrepris au sein des mutualités françaises un travail sur le service social rendu. C'était une partie, finalement, de la mesure d'impact social, en disant que, par définition, les mutuelles allaient pouvoir prouver assez facilement que le service social rendu, non seulement était facilement démontrable, mais qu'il était du coup bien supérieur à celui des concurrents. En fait, on s'est arrêté.
Parce que c'était pas si simple que ça de mettre sur la table déjà ce qu'on faisait. Et puis finalement, on s'est bien rendu compte que dans un secteur d'activité aussi réglementé que celui des mutuelles santé aujourd'hui, eh ben, en fait, le service social rendu, il n'est pas fondamentalement différent entre des assureurs non lucratifs, pardon, et des assureurs non lucratifs comme nous. L'essentiel venait en fait principalement de la différence de portefeuille et du nombre de vieux qu'on avait dans nos adhérents, quoi, grosso modo. Donc, vous n'avez plus trop le choix de ce que vous pouvez faire comme prestation, que les cotisations sont encadrées et que vous ne pouvez pas faire de sélection. Il y a un moment, de toute façon, tout le monde converge les uns vers les autres. Donc, par contre, les mutuelles n'ont pas encore saisi le reste, en fait, de la mesure de leur impact social, qui se mesure finalement beaucoup plus sur les activités qui ne sont pas celles d'assurance, plutôt que sur celles d'assurance. Et donc, je prends cet exemple parce qu'il me concerne directement, mais il y a plein d'exemples comme ça dans l'ESS où on doit être plus ambitieux encore sur la mesure de l'impact social. Je vais m'arrêter là parce que, bon, je suis censé être... Oui. L'excellente Fatima Bellared essaie de me souffler ce que je dois dire, mais je t'écoute, Fatima. D'accord. Parfait. Donc, ce que je viens de vous dire était inutile, parce que de toute façon, vous l'aviez dans vos pochettes. Mais vas-y, me le dire maintenant, parce que, non, franchement, c'est vrai, c'était très utile, Fatima. Bien. Écoutez, du coup, si c'est une façon de me couper la parole pour me dire que j'étais trop long et qu'on est en retard, c'est réussi. Donc je vais vous dire maintenant qu'on va se retrouver tout à l'heure. Je vais de toute façon essayer de passer la parole à nos différents intervenants, puisqu'on va retrouver maintenant 6 entrepreneurs engagés, socialement innovants. Pardon, Antonella et Marianne, décidément, elles m'ont troublé et du coup, j'ai plus mon truc en tête. Donc, Marianne Foucheux, responsable du pôle développement économique social de la Caisse des dépôts que je côtoie régulièrement à l'Avise, et Antonella Noia de l'ECDE, qui est pas forcément une organisation réputée pour agir au quotidien dans l'ESS, mais qui a par contre des analyses extrêmement pertinentes et percutantes sur ce que nous faisons et ce que nous devrions faire. Merci à vous tous et à tout à l'heure.